Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, thème délicat mais obligatoire, le viol, mais dans le couple. Déjà, comment peut-on comprendre ce terme d'un point de vue juridique? C'est évidemment un peu paradoxal par certains côtés, parce que dans un couple, a priori, si on se met ensemble, c'est pour avoir des relations ensemble, des relations amoureuses notamment. Voilà. Et il pourrait y avoir, selon la loi, la possibilité de se trouver dans une situation où ce serait interdit. Et ben voilà, les choses sont très simples selon la loi. Que l'on soit marié, que l'on ne soit pas marié, que l'on ait passé, j'allais dire, presque un contrat avec quelqu'un ou qu'on ne l'ait pas passé, quand la personne ne veut pas avoir de relation à caractère sexuel avec vous, vous ne pouvez pas le lui imposer. Et le fait d'imposer contre sa volonté à quelqu'un une relation sexuelle, c'est un viol. D'accord. Donc nous allons... Alors je m'excuse auprès du jeune public et le public qui n'est pas habitué à certains termes. Donc vous nous avez autorisé, hein, puisque je rappelle aux téléspectateurs quand même par rapport à votre fonction. Si demain vous devez sanctionner quelqu'un et voire emprisonner quelqu'un face à des cas de viol, de pédophilie, on vous impose, et en off je vous ai un peu fait l'image de ces CRS, de ces gendarmes. Eh bien, si demain ils doivent aller sur des manifestations face à des bombes lacrymogènes, eh bien, dans leur formation, ils les obligent à respirer la bombe lacrymogène sans courir. Donc, moi, je suppose, et vous nous le direz, que vous, on vous impose, demain, si vous devez statuer, juger des affaires de pédophilie ou de viol, on vous impose à savoir vivre une image affreuse, mais une image réelle, parce que sans connaître le sujet, on ne peut pas juger. Oui, parce que moi si je comprends bien ce que vous voulez dire, on va parler de choses qui sont quand même de l'ordre de l'intimité, on va parler de choses qui concernent la relation sexuelle en particulier, et c'est sûr, et je veux prévenir ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, que c'est sans doute pas un sujet qui peut être montré à tous les âges, et notamment aux plus jeunes enfants. Voilà, parce que ce soir, aujourd'hui en tout cas, nous interdirons de propos trop philosophiques, parce que c'est quelque chose de concret, le viol. Donc nous emploierons des mots qui veulent dire des choses précises, sans entrer dans une notion pornographique, mais il ne faut pas que l'on passe à côté de ça en surfant au prétexte de mots peut-être brutaux. Il y a encore à peine quelques jours, pour préparer cette émission, j'ai aussi rencontré un prêtre, un éminent personnage de la religion, qui justement, je disais, devoir vous rencontrer sur ce thème du viol dans le couple. Et en tant que prêtre, personne religieuse, donc rappelons quand même, donc une personne qui s'abstient, lui-même a fait vue de s'abstenir de rapports sexuels, me disait justement ne pas comprendre techniquement qu'est-ce qu'on peut appeler un viol dans le couple, puisqu'il y a le mot contrat, il y a le mot le devoir conjugal. Alors, qu'est-ce que le devoir conjugal et qu'est-ce que n'est pas justement le devoir conjugal? Le devoir conjugal, c'est d'accepter pour la vie, hein, puisque c'est quand même un contrat qui va jusqu'à la fin de la vie, d'avoir une communauté de vie avec quelqu'un, de construire et de bâtir une famille. Et donc, entre dans ce contrat toute une série de comportements, de devoirs de secours, de devoirs d'assistance, mais la loi ne prévoit quand même pas qu'il y a un devoir d'amour. Voilà, c'est pas prévu comme ça. D'ailleurs, combien de mariages arrangés, par le passé en tout cas, ont été contractés en France. Bien. Donc, dans le contrat... On parle d'un point de vue juridique. Hein. Dans le contrat, d'un point de vue strictement juridique, dans le contrat de mariage, ou dans le contrat qui est fait à l'occasion d'un mariage, il n'y a pas une obligation de faire des choses contre sa volonté. C'est toujours le résultat de sa volonté. Et un contrat d'ailleurs, je parle bien du contrat civil de mariage, on est en droit, on n'est pas dans le mariage religieux. Hein. Dans le contrat civil de mariage, c'est un contrat qui peut se rompre. Par le divorce en particulier. Voilà. Alors, excusez-moi, je reviens sur un mot, je crois que culturellement on n'est pas habitué à ce que vous venez de dire. La loi ne dit pas que quand on se marie avec une autre personne, ça veut dire, excusez-moi du mot, hein, on parle strictement juridique, presque mathématique. C'est pas parce qu'on se marie d'un point de vue juridique avec quelqu'un, ça veut dire qu'on aime cette personne. Il n'y a pas le devoir conjugal d'un point de vue juridique ne veut pas dire devoir d'amour. C'est ça, tout à fait. Déjà, c'est un mot qui nous va choquer beaucoup, là, déjà, d'un point de vue culturel. Donc, déjà, quand ça, c'est pas une obligation, donc le devoir sexuel n'est pas non plus. Le devoir sexuel n'est pas non plus, bien sûr. Donc, ça, c'était un préjugé total, universel, ça.
de croire que parce qu'on est marié à quelqu'un, on a signé un papier à la mairie et éventuellement dans une église ou une chapelle, que ça veut dire que l'un ou l'autre a des obligations sexuelles. Déjà, vous nous dites que c'est pas possible ça. Voilà, c'est pas ça, mais quand même, on ne se marie pas avec quelqu'un comme ça. Je veux dire, il y a quand même un projet dans un mariage. Et dans ce projet, la plupart du temps, enfin, on peut l'espérer, et puis je crois que c'est quand même la réalité. C'est un projet de construction de quelque chose ensemble, d'un homme et d'une femme qui veulent avoir ensemble la possibilité de créer une famille, un monde qui sera recréé autour d'eux. Eh bien, créer une famille, on est entre nous, vous le savez très bien, c'est quand même quelque chose qui impose une relation à caractère sexuel, si ce n'est une relation d'amour, hein, bien sûr. D'accord. Maintenant, déjà, le viol dans le couple et le viol tout court, est-ce d'un point de vue juridique la même chose et est-ce que c'est les mêmes peines? C'est exactement la même chose. Ce sont exactement les mêmes peines. Mais j'ajouterais même que quand certains actes, notamment de violence, mais en fait le viol c'est une violence, hein, c'est imposer un acte sexuel par la contrainte, voilà, contre la volonté de quelqu'un. Quand ces violences sont faites au préjudice de son époux ou de son épouse, de son concubin ou de sa concubine, ou de celui qui a été son épouse ou son concubin ou sa concubine, c'est une circonstance aggravante aujourd'hui pour la loi. C'est-à-dire que la peine encourue est plus importante encore. D'accord. Rappelons déjà le minimum quand il est question d'un viol, j'ai pas envie de dire classique, mais un viol entre deux individus qui s'ignoraient auparavant, c'est déjà combien? C'est 15 ans de réclusion criminelle minimum. Donc, quand on est marié et on s'oblige à cette notion de viol, donc un acte hors la loi, c'est déjà plus que 15 ans ou 15 ans minimum. C'est ce qui est encouru, c'est pas forcément ce qui est prononcé par la cour d'assises. La cour d'assises, ensuite, elle module les choses en fonction de la gravité des faits, mais aussi de la personnalité de l'auteur en particulier. D'accord. Monsieur le procureur, vous avez travaillé sur des îles. Rappelez-nous quelques îles, quelques lieux, vous avez déjà... J'étais en poste à Tahiti, à Papeete et aussi à La Réunion, à Saint-Denis de La Réunion. D'accord. Est-ce que vous avez déjà, de votre parcours, vécu des situations, donc en tant que procureur, à juger, enfin pas à juger en tant que juge, mais à statuer sur des viols dans un couple arrivés dans un tribunal? C'est arrivé, mais il faut dire que ce sont des situations très exceptionnelles. C'est très rare. C'est très rare. Pour toutes les raisons que vous avez un petit peu entre les lignes, si je peux dire, évoquées tout à l'heure. C'est qu'on est dans un contexte particulier. On est dans une relation particulière. C'est au sein d'une famille. Et puis, il y a quand même des devoirs réciproques, des relations qui doivent se faire au sein de cette famille. Et donc, le problème, c'est de savoir à partir de quel moment est-ce qu'on a exagéré, on a abusé finalement du droit que l'on peut avoir qui résulte de cette relation familiale. Alors, nous parlions non pas de cruauté, non pas avoir un propos cru, mais un propos le plus lisible possible. Donnez-moi un exemple concret qui est fait que des personnes soient retrouvées au tribunal pour une question de viol dans le couple. Ah ben, ce sont des personnes, ce sont des personnes qui ont subi, je pense surtout des femmes, parce que c'est quand même surtout les femmes qui sont victimes de ce type de faits-là, qui ont subi la plupart du temps, pendant de longues années, une relation auquel elle résistait finalement. Elle résistait. Alors peut-être que dans un premier temps... Mais donnez-moi un exemple, parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas encore pour le moment. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de sentiments. Il n'y avait plus de sentiments. Mais est-ce que pour autant il fallait divorcer? Est-ce que pour autant, pour les enfants, pour la famille, peut-être pour des circonstances purement matérielles parfois? Mais moi je comprends, notamment pour les enfants, si vous voulez. Est-ce qu'on casse le couple? Est-ce qu'on va séparer les parents? Donc vous êtes en train de me dire en fait voilà. que des femmes... Donc il y a des gens qui se font un devoir à un moment donné d'essayer de continuer, ce qui est difficile pour eux à supporter. Et il y a un moment donné où ils disent ça suffit, je refuse les choses. Et quand, à ce moment-là, quand ce refus est clairement exprimé, quand l'autre impose cette fois-là par la force, par la contrainte, passe par-dessus ce refus, par la violence, impose la relation sexuelle à quelqu'un qui ne le veut pas, on rentre dans le cadre du viol entre époux, du viol entre concubins. Nous sommes bien d'accord. Nous ne parlons pas de personnes qui sont venues statuer dans un tribunal pour le prétexte d'un divorce, mais l'une de ces deux personnes est venue sous le thème du viol dans le couple. C'est ça, tout à fait. D'accord. Alors, comment se plaindre dans un pays qui est la France
est-ce qu'il existe un service particulier, par exemple? Comment on se plaint? Une personne ce sont les services, j'allais dire, habituels qui se chargent de recueillir ces plaintes-là. Alors, la plupart du temps, c'est confié, il y a une enquête qui est confiée à un service de police ou un service de gendarmerie. Mais avant ça, peut-être, je le suggère, il est bon d'en parler avec quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être quelqu'un de confiance, mais ça peut être, je dirais, de manière plus pertinente, un professionnel. Moi, je pense en particulier à un médecin de famille en qui on a confiance, peut-être à un psychologue qu'on peut aller consulter, peut-être à un travailleur social, à une assistante sociale qui vient ou avec lequel on a déjà eu des contacts intéressants, en qui on a confiance. Voilà. De manière au moins à pouvoir discuter, parce que c'est en parlant finalement qu'on se rend compte vraiment de ce qui se passe. Et c'est aussi en échangeant qu'on envisage diverses solutions, parce qu'il y a le fait dont on est victime, mais il y a aussi, et tout le monde le sait bien, c'est pour ça que la chose est très très difficile, très très douloureuse toujours, il y a toutes les conséquences qui vont découler de la dénonciation de ce fait en dehors du cercle de la famille. D'accord. Donc, autant vous nous dites que les principes habituels sont gendarmerie, commissariat, etc., que vous conseillez avant, comme c'est une chose que l'on supporte ou qu'on a supporté pendant un petit moment, comparativement à un viol classique, où c'est un événement traumatisant et par sa rareté aussi qui fait qu'on va directement, que là c'est comme quelque chose que progressivement on a commencé à supporter, que l'on vous recommandez aussi ces étapes de psychologue, d'assistante sociale ou de professionnel voilà. Ou même de personnes en qui on a confiance, ou même de personnes en qui on a confiance. Alors c'est d'autant plus important, si vous voulez, qu'à un moment donné, si la plainte est déposée, que se posera, alors c'est la question habituelle que nous avons évoquée de nombreuses fois dans nos entretiens, c'est la question de la preuve. C'est-à-dire que, voilà, il va falloir prouver qu'il y a une relation sexuelle, il va falloir prouver que cette relation sexuelle avait été refusée, il va falloir prouver que ce refus, celui qui a commis l'acte est passé outre par la violence, par la contrainte, par la surprise. Voilà. Alors justement, monsieur le procureur, comment prouver quand on est seul dans une situation comme celle-ci, dans un lit qui a viol? Vous, en justifiant d'exemples où justement c'est façon on peut prouver, quel était le petit détail? Donnez-nous une petite image compréhensible. C'est que la différence du point de vue de la preuve entre un viol, je dirais, en dehors de la relation de couple et un viol dans la relation de couple, c'est que dans la relation de couple, quand même, la relation sexuelle est normale. Voilà. Donc le seul fait d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un n'est pas en soi déjà la preuve que cette relation aurait pu être imposée. C'est ce qu'il faut prouver, je dirais de manière très précise dans le viol entre époux, pour parler de manière générique, c'est que la relation sexuelle était imposée contre la volonté de la personne. Eh bien, ce défaut de volonté, il se prouve par tout moyen, mais d'abord par des moyens extérieurs au couple. C'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, le jour où vous allez vous plaindre, il faut avoir des personnes presque à la gueule, je n'ai pas envie de dire des témoins visuels, mais des témoins qui vont dire que pendant 2 mois, 3 mois, effectivement, ma soeur venait se plaindre à moi, qu'elle ne supportait pas cette situation presque. Oui, voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait des éléments extérieurs. Alors, ça peut être des éléments, ça peut être effectivement des témoignages, des confidences qui ont été reçues. Ça peut être aussi la constatation de l'entourage que votre vie a changé, que votre humeur n'est plus la même. Il y a eu un changement important. Ça peut être le fait qu'une personne, tout d'un coup, ait décidé de quitter le domicile familial pendant un certain temps pour prendre de la distance, pour une raison, certes, que tout le monde ignore, mais peut-être, voilà. Donc, c'est comme ça, on appelle ça le faisceau d'indices. C'est plein de petits signes, de petits éléments qui, chacun pris l'un à côté de l'autre, ne font pas la preuve, mais qui, tous ensemble, finissent par établir que vraiment, celle qui a subi ça l'a subi contre sa volonté. Alors, je m'excuse encore une fois auprès du jeune public et des personnes qui ne sont pas habituées à certains termes. Donc, je rappelle que ce soir, aujourd'hui, le thème, le viol dans le couple, mais nous devrons donner des détails. Hein. Nous devrons parler de pénétration anale, nous devrons parler de simulation, nous devrons parler de lubrifiant naturel ou pas, puisque en général, on dit quand une femme subit un viol, donc un acte
rare, on va dire, contrairement à une vie de couple, eh bien, il y a ce fameux lubrifiant naturel que cette femme ne produit pas et qui peut être un élément de preuve. Me confirmer ou pas? Oui, enfin, il y a tellement d'hypothèses différentes, si vous voulez, que c'est difficile de généraliser. En tout cas, vérifiable par voie de médecins, etc. Donc, de tous ceux qui nous regardent et qui eux-mêmes ne comprennent pas la légitimité d'un tel thème, je ne parlerai pas de la voix masculine, qui presque s'insurge face à cette émission aujourd'hui, de dire, mais attendez, le rapport sexuel dans ma maison, c'est quelque chose d'intime. Que vient faire la loi dans ma vie intime? Qu'avez-vous à répondre déjà là? Eh bien, c'est que la personne humaine est quelque chose qui est particulièrement protégé par notre loi à tous. En France. Et ce n'est pas parce qu'on est marié avec quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on est l'enfant de quelqu'un, j'élargis, bien sûr, ce n'est pas parce qu'on est l'employé de quelqu'un. Je parle de différents types de relations, de contrats, de subordination, qu'on est son esclave, qu'on est sa chose, qu'on lui appartient et qui peut faire de vous ce qu'il veut. Chacun est toujours libre de disposer de son corps, de sa pensée, finalement de sa personne comme il le veut, même dans le mariage, même dans la relation de famille. On doit le respect, la loi le garantit, c'est le respect qu'on doit à toute personne. Alors, est-ce que l'on aurait pu aussi associer au thème de cette émission le slogan « Mariage ou pas, votre corps reste votre corps ». Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, venons tout de suite aux personnes étrangères qui seraient de passage ici. Est-ce que, parce que il y a des religions où la pensée n'est pas la même. Maintenant, on parle de loi qui n'a rien à voir avec normalement les religions. Donc, des personnes étrangères qui seraient de passage, on va dire ici, ou en vacances ici, ou désormais en situation d'adoption de ce pays. En tout cas, qui ont un droit de séjour ou pas. Mais que chez eux, la loi est différente, où la religion domine, où la femme est considérée comme un objet, qui soit sexuel, voire même voilé, je ne citerai pas de nom volontairement, où la femme n'a pas à se plaindre. Et même une femme qui tromperait son mari, la loi veut de ce pays qu'elle soit lapidée. En France, une femme qui subirait ça et qui envoie d'obtenir le titre de français, ou même qui est en vacances, est-ce qu'elle a le droit de se plaindre, non pas de ce qui s'est fait dans son pays, mais si elle est étrangère et ça se fait pendant son passage ici, est-ce qu'elle a le droit de profiter, de porter plainte sur la loi française? Et qu'est-ce qui se passera ou pas? Oui, la loi française s'applique sur le territoire français pour tous ceux qui s'y trouvent, français ou étrangers. Quelle que soit leur loi d'origine, leur tradition d'origine. Tout à fait, bien sûr, parce que le respect de la personne est protégé par la loi française comme étant une valeur supérieure, une valeur universelle, une valeur qui n'est pas négociable, qui n'est pas vendable. Donc, nous sommes bien d'accord. Quel que soit ce que permet la loi de votre pays au niveau de l'esclavage, je m'excuse, monsieur, de l'esclavage humain et sexuel dans le couple, si vous êtes sur le territoire français, en tout cas l'homme, si la loi de son pays le lui permet de faire ces choses-là, il a l'obligation, en théorie, de s'abstenir de certaines choses pendant qu'il est en France. Il a l'obligation de ne pas imposer quoi que ce soit qui ne serait pas voulu par son époux ou par son épouse. Tout de suite. Autant c'est pas une notion de viol, mais ça a rapport à l'intimité et le corps que vous disiez, et voire même le sexe de son épouse féminine. Je m'excuse auprès de certains publics qui peuvent, on va venir aussi au niveau du viol de la personne masculine, mais déjà une certaine tradition aussi d'origine culturelle iléenne, où des femmes, dans certaines origines africaines, ont coupé leur clitoris. Puisque peut-être, je m'avance certainement, la femme n'était pas censée avoir de plaisir au niveau sexuel, mais uniquement son sexe était là pour lui permettre d'engendrer la vie. Donc, en France, si des personnes coupent le clitoris de leur femme, que dit la loi française? Oui, c'est l'excision, hein, l'excision ça s'appelle. C'est une atteinte majeure à l'intégrité du corps d'autrui que personne n'a le droit de faire, personne. Et donc, nous sommes là dans une infraction tout à fait grave, avec des peines qui sont encourues, qui dépassent largement les 5 ans d'emprisonnement. Ce sont des faits de violence qui provoquent la perte d'une capacité, la perte d'une fonctionnalité. Et donc vraiment, on est jusqu'à la situation de crime même, dans certaines circonstances, quand les choses sont faites en plus dans des conditions barbares, voilà, pour parler court.
D'accord. Alors, encore une fois, je précise au jeune public, aux personnes qui sont épouvantées par le thème qu'on abordera aujourd'hui, je m'obligerai devant monsieur le procureur à lâcher quelques termes. La notion d'échangisme, la notion de don. Autant vous avez déjà répondu, mais je vais lâcher des phrases pour que le maximum soit dit. Aucun homme en France n'a le droit de prêter ou de passer sa femme et inversement. Je vais vous dire les choses un petit peu différemment, si ça ne vous embête pas. Ce n'est pas parce qu'on est marié avec sa femme qu'on en est propriétaire. Voilà. Donc, si la femme est d'accord pour participer à ce que vous venez d'évoquer, il n'y a aucun problème. Elle est majeure. Elle décide ce qu'elle pense être bon pour elle à un moment donné. Si on lui impose, par la force, par la contrainte, par la surprise, de faire des choses qu'elle ne veut pas faire, à ce moment-là, on est dans le cadre du viol, on est dans le cadre de l'agression, et la loi pénale doit sévir. Est-ce qu'une femme demain peut vous dire « je n'ai pas le choix ». Je pars du principe que psychiquement, intellectuellement, je comprends, mais que psychiquement, je n'ai pas le choix parce que je n'ai aucune ressource. Je n'ai aucune capacité intellectuelle demain de me dire je peux trouver un travail. Que c'est un niveau de vie que je n'aurais pas imaginé pouvoir avoir dans ma vie. Genre, j'ai de la chance et que c'est le prix à payer. Donc, comment puis-je m'en sortir? Donc, oui, il me fait ça, mais je ne vois pas demain pour moi. C'est vraiment, je pense, une question très très délicate que vous posez là. Parce que on est juste à la frontière finalement. Voilà. Dans toute relation humaine, il y a des concessions à faire, on le sait. Parce qu'on est différent, parce qu'on pense différemment, parce qu'on a des objectifs différents, parce que personne n'est parfait, bien sûr. Voilà. Mais il y a un moment donné où la manière dont ces différences s'expriment n'est plus supportable. Et il faut que ça s'arrête. Eh bien, moi je dis simplement que à partir du moment où quelqu'un a décidé, pour des raisons qui lui sont propres, qui prennent en compte les circonstances de la famille, les problèmes effectivement de revenus, d'avenir simplement, bien, à partir du moment où cette personne dit « ça suffit », a pris cette décision-là, c'est elle qui prend cette décision-là, plus personne, y compris son mari, ne peuvent porter atteinte à cette volonté. Voilà. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que certainement la loi pénale doit rentrer en compte pour faire reconnaître à cette personne-là qu'elle est toujours libre de disposer d'elle-même. D'accord. Donc en fait, il faut que cette personne elle-même, la limite, c'est même pas de la théorie ou du juridique ou du droit, mais c'est cette notion, j'estime, ne plus pouvoir tenir. Oui, c'est pas simplement l'acte. C'est non seulement quelque chose que l'on se dit à soi-même, mais c'est surtout, je dirais, quelque chose qu'on dit à l'autre, à celui dont on pense qu'il est abuseur. Et il faut, à un moment donné, lui dire, et que ça se sache, presque. D'accord. Ça suffit. Et c'est seulement à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'interdit ou le refus a été de manière très claire exprimé, que on pourra dire qu'en effet, la volonté de la personne a été forcée. Bon, alors je m'excuse si tous nos propos sont basés sur la personne féminine pour le moment. Alors, maintenant, comment faire la différence? Parce que je vois des hommes en train d'avoir peur, qui nous écoutent. Et aussi l'amour, des fois, c'est que même si on n'a pas forcément envie, alors cette notion, bon, on a compris, hein, ça me prend du moment où on estime qu'on étouffe, on n'en vit plus, on a l'impression d'être prisonnier d'une situation, mais de ce juste milieu de femmes qui pensent que bon, ça peut faire plaisir à monsieur aujourd'hui, je le laisse faire. Donc, je suis pas, c'est pas dans une notion d'acte épanoui, genre moi j'ai envie de faire l'amour aussi, que je sais que pour moi aujourd'hui ou tout de suite là, ce sera pas jouissif. Ça, je vais pas en tirer un plaisir minimum, mais que voilà, c'est comme bon, c'est une vie de couple, il y a des compromis, presque. Je vais pas me forcer la main, mais je vais presque fermer les yeux. Alors quel est le juste milieu? C'est presque culturel, ou j'ai envie de dire. C'est une vraie décision d'une personne, et c'est toujours une décision qui vient de choses qui sont compliquées, qui sont multiples, qui sont bien plus compliquées que ce qu'on peut dire là, dans un entretien comme nous avons ici aujourd'hui. Moi je dis simplement que si la personne considère qu'elle peut le supporter ou qu'elle doit le supporter, eh bien c'est sa liberté. Et que si elle considère qu'elle ne peut plus le supporter et qu'elle ne doit plus l'accepter, c'est aussi sa liberté. Et qu'à partir du moment où elle décide
de ce refus de manière claire et explicite, ça ne doit plus avoir lieu. Alors, est-ce qu'on peut déjà faire un éclaircissement? C'est pas au niveau du viol dans le couple que madame peut-être n'a pas forcément envie aujourd'hui, mais que si, non pas qu'elle le supporte, mais qu'elle le laisse faire sans que psychiquement, au niveau de son épanouissement, ça ne devient pas un frein, elle-même ne doit pas considérer ça comme un viol. C'est-à-dire qu'elle le fait, bon, voilà, mais si on a envie, je le laisse faire, mais même si ça ne me fait aucun effet agréable, mais que pour moi, ça ne m'étouffe pas, je n'ai pas le sentiment d'être un viol, donc ce n'est pas un viol. Et je pense que vous avez donné la réponse dans la question. Vous avez dit, je décide de laisser faire, je laisse faire. Ben, si je laisse faire, c'est-à-dire que je n'ai pas refusé. Voilà. La loi, elle sanctionne la violation d'un refus clair, un refus explicite. Faut-il le signifier clairement? Voilà, c'est ça, viol. Clairement, tout à fait. Donc, parce que justement, là où j'ai l'impression de voir des hommes flipper, c'est que la femme, contrairement à l'homme, a plus de facilité à simuler. Donc, quelles que soient ses motivations économiques, je suis avec une personne d'une certaine stature, je ne veux pas perdre ce privilège, etc. Donc, que ce soit dès le premier jour ou entre-temps, la femme peut simuler. Et cette notion, excusez-moi, donc j'ai encore dit au public de faire attention à m'employer des mots, donc cette notion de gémissement, tous ces petits bruits qui n'ont rien à voir avec le côté physique sexuel. Donc, ce bruitage, j'ai envie de dire. Donc, certains hommes ont ce besoin, des fois, ça les aide à s'entretenir, à garder une érection, etc., d'entendre la femme avoir des gémissements. Alors, pour que des hommes ne flippent pas, alors vous allez me dire, hein, si je m'écarte un peu, comment classer cette notion de simulation? Comment un homme demain ne peut ne pas avoir peur de sa femme si il sait ou il se doute que le temps qu'elle simule et que demain elle va dire « Ah oui, je simulais parce que j'ai pas le choix, donc demain je vais porter plainte pour viol parce que je simulais. » Non, mais elle pourra toujours porter plainte pour viol, cette personne-là, si vous voulez, mais ça n'aura aucun avenir judiciaire. Ça n'aura aucun avenir judiciaire. Pourquoi? Parce que, une nouvelle fois, quel que soit le motif, la loi n'a pas de morale, ce n'est pas la morale, la loi. La loi dit simplement que c'est seulement à partir d'un refus explicite, que la contrainte existe et donc que le viol peut être constitué. Voilà. Si quelqu'un accepte, quel que soit son motif, vous avez évoqué des motifs économiques, quelle que soit la raison de la relation acceptée, même si la cause de cette acceptation n'est pas très morale, peu importe pour la loi, ça a été accepté. D'accord. La loi pénale n'intervient pour caractériser une agression de type viol qu'à partir du moment où il y a eu un refus, non seulement un refus dans la tête de la personne, mais un refus qui a été clairement annoncé à celui qui est en train de commettre. Donc, moi, je ne pense pas, si vous voulez, qu'un homme puisse être surpris quand on l'accuse d'un viol. Je parle d'un vrai viol. Bien, il ne peut pas être surpris puisque il n'y a de viol qu'à partir du moment où il ne pouvait pas ne pas savoir que son partenaire avait dit non. Non, c'est pas peut-être, c'est pas rien, c'est non. D'accord. Donc, il n'est pas de l'intérêt d'une femme qui psychiquement a l'impression d'être emprisonnée dans une situation, d'être esclave d'une situation, c'est surtout pas de son intérêt de simuler. Maintenant, quel est le recours de personnes qui disent « Moi, presque j'ai signé un papier, hein, quelque part aussi, au niveau d'une mairie, je me suis marié avec une personne, et cette personne me refuse de me faire l'amour. Je suis prisonnier d'une situation inverse. Maintenant, je suis avec quelqu'un et je suis esclave de l'abstinence. » Oui, alors là, c'est une autre question, je dirais. Voilà, c'est une autre question. Parce que pour que le mariage soit valable, il faut qu'il ait été contracté avec vraiment l'intention d'avoir ensemble une communauté de vie. Si pour l'un des deux, cette communauté de vie, ça me paraît quand même normal et naturel et habituel, cette communauté de vie rentre dans une relation affective et amoureuse, nouvelle fois, tout le monde ne se marie pas par amour. Bien. Mais si c'est ça, pour lui, la condition déterminante, eh bien, il pourra tout à fait faire annuler ce mariage par le divorce, voire même par l'annulation. Bon, plutôt par le divorce, c'est vrai, c'est quand même plus facile à établir. On parle bien du mariage civil, oui. On parle bien du mariage qui est prévu par le Code civil.
Je ne parle pas du tout, bien sûr, des alliances et des mariages qui peuvent être faits dans le cadre religieux ou dans les cadres religieux. Et dans tout ce qui est civil, on entend aussi le Pax. Le Pax, c'est un autre type de relation organisée dans un couple. Est-ce qu'il y a un délai, une durée de l'inacceptable à l'opposition du viol pour que l'autre ne dise pas, justement, je risque de la violer ou de le violer, que quand cette personne s'abstient? Est-ce qu'on peut dire au bout de 3 mois sans rapport sexuel dans une vie de couple, qu'il soit paxé, que c'est inadmissible, qu'il faut demander une séparation, il faut s'attendre à un minimum de rapports sexuels? La loi n'a rien prévu à ce niveau-là? Quelqu'un peut vous faire attendre 1 an, 2 ans? C'est vraiment une question d'appréciation. Voilà. Parce que le minimum du recours, c'est le divorce. Pardonnez-moi, mais si le soir même de la cérémonie de mariage, la mariée ou le marié, parce que ça peut être l'un ou l'autre, disent il n'est absolument pas question que j'ai quelques relations, que ce soit avec toi, eh bien franchement, qu'est-ce qui reste du mariage? Voilà. Donc en fait, il n'en reste plus grand-chose. Voilà. Donc ce mariage, il peut être facilement, me semble-t-il, quasiment dès le premier jour. Dès le premier jour. Mais ensuite, c'est une question de preuve, et puis c'est une question aussi presque de tromperie au départ, parce que voilà, donc on a un mariage qui serait détourné de son objet. L'exemple classique du mariage détourné de son objet, c'est le mariage, par exemple, qui est destiné uniquement pour faire obtenir à quelqu'un des droits qu'il n'aurait pas eu s'il n'était pas marié. Alors, l'exemple classique, on l'a tous dans la tête, ce sont les personnes de nationalité étrangère qui viennent ici en France pour, d'une manière ou d'une autre, acquérir la nationalité française et pouvoir y séjourner. Mais ils ne se marient pas pour se marier. C'est-à-dire, pour créer cette communauté de vie que j'évoquais tout à l'heure, ils se marient pour avoir des papiers et devenir français. Et bien là, il y a détournement de l'institution du mariage vers autre chose. Et je peux vous dire que ce mariage est nul, qu'on peut le faire casser quand on veut, que ce soit par une annulation ou par un divorce. D'accord. Alors très rapidement, nous allons aussi aborder d'autres aspects peut-être très peu connus de personnes. Est-ce qu'il existe dans une notion de mariage, et on reviendra après la coupure, d'émancipation quand quelqu'un, une demoiselle qui avait 17 ans ou 16 ans, donc plus de 15 ans, mais qui était déjà enceinte, est-ce que la loi lui permet de se marier? Donc après, dans cette notion-là, que pourrait dire la loi? Ensuite, est-ce que quand justement on a des rapports sexuels, j'ai envie de dire presque débridés ou à controverse, et qu'on va à l'étranger dans des pays un peu bizarres, quelle est la loi qui s'applique? Est-ce que la loi, en plus de la loi du pays, la loi française s'y applique? C'est-à-dire le fait d'être français, eh bien, ce qu'on ne peut pas faire en France, on ne peut pas le faire là-bas, même si la loi le permet. Et est-ce que la femme aura un recours? Ensuite, dans toute cette notion de rapport sexuel, il y a tout ce qui est scato, tout ce qui est zoo. Donc, j'avais averti le public, hein, donc tout ce qui est lors des rapports sexuels, avoir des rapports sexuels dans, excusez-moi, comment on dit ça, dans du caca, quoi, dans l'urine, etc. Donc, la manière, est-ce qu'on force quelqu'un ou pas, etc. Rapport sexuel avec des animaux, tout ce qui est rapport sexuel en groupe. Tout ce qui est, j'ai pas le terme, mais quand on se fait piquer ou brûler par des bougies ou se faire attacher, voyez. Donc, nous verrons ça dans cette deuxième partie. Donc, juste au moins répondez-nous à cette partie. Émancipation. Est-ce que en France, vous avez eu un rapport sexuel avec quelqu'un de plus de 15 ans, comme vous nous disiez, pour que ce soit pas de la pédophilie, elle est enceinte, vous voulez l'épouser, la loi le permet ou pas? C'est quoi? Oui, il y a certaines circonstances qui permettent effectivement l'émancipation des mineurs pour leur permettre de se marier. À partir de quel âge? Il faut qu'il y ait, on va dire à partir de 16 ans, il faut qu'il y ait un accord des parents, il y a une procédure particulière judiciaire parce que la justice est là pour protéger ceux qui sont mineurs ou plus faibles que les autres. Voilà. Alors, juste un mot avant la coupure, est-ce que la loi est encore plus sévère quand on... après mariage, et on se révèle qu'en fait, cette jeune personne souffrirait de choses qu'elle ignorait avant le mariage? Ou est-ce que ça reste au niveau des condamnations comme un viol dans le couple classique? Si la personne est mineure. Voilà, donc oui, on l'a émancipée, mais après elle vit ce qu'elle aurait pu vivre si elle avait 30 ans. Oui, enfin s'il est mineur, il y a effectivement des circonstances qui pourraient conduire à l'aggravation des peines encourues, bien sûr, c'est possible. D'accord, émancipée, mais elle reste quand même mineure si... bien sûr, elle reste mineure, tout à fait. S'il y a des viols dans le couple. On fait une légère coupure et on se retrouve dans un instant, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, à nouveau bonjour. Bonjour. Et merci pour cette prolongation, parce que c'est un sujet comme ceux qu'il nous faut être sûr d'avoir vu tous les travers, parce qu'il ne serait-ce, comme nous le disons souvent ensemble, qu'une personne que l'on peut aider, c'est déjà formidable.
Surtout que maintenant nous sommes vus Guadeloupe, Martinique, Guyane et aussi radio-diffusée. Alors, dites-nous, une jeune personne a la possibilité d'être émancipée pour se marier, mais elle reste aux yeux de la loi quand même mineure, c'est-à-dire il y a ce caractère aggravant si elle se trouve elle aussi demain victime du viol dans le couple. Comme tous les mineurs, il y a une protection particulière pour les mineurs, de par la loi. Donc elle n'a pas à craindre d'un charisme particulier d'une personne qui pourrait lui faire souffrance. Si, bien sûr que si, qu'il faut qu'elle le craigne, mais la loi, quand les choses sont caractérisées, la loi sanctionne plus sévèrement les faits qui sont commis au préjudice des mineurs. Alors, monsieur le procureur, on revient sur une situation où nous disions effectivement que des personnes se disent effectivement, nous voyons, nous vous entendons, vous êtes une personne maintenant appréciée de tous ceux qui regardent ce rendez-vous, et qui part du principe que non, autant elle se faisait souffrance, s'imaginant qu'elle n'avait pas le choix. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi française, face à des situations de personnes qui s'imaginaient ne pouvoir s'en sortir ailleurs et d'autres qui entretenaient cette situation de non-économie, etc., qui fait que demain, est-ce que si le seul recours juridique qui leur reste, c'est le divorce, pas simplement la plainte pour viol, mais elle pense que c'est plus doux par le divorce, mais signifie ces caractères de viol qui motivent ce divorce. Demain, est-ce que la loi leur offre ces personnes une assistance économique de leur ancien époux si c'est motivé par le viol dans le couple? De l'ancien époux. Oui, c'est-à-dire que dans le cadre d'une séparation, d'un divorce pour faute, puisque apparemment c'est quand même basé sur la faute de l'un des deux, à ce moment-là, il peut y avoir le versement, la personne qui a comme ça été victime de cette faute, d'une indemnité, on va dire, prévue par le jugement de divorce. Parce que ce que je craignais justement, parce que notre souci, le pacte que nous avons passé ensemble, c'est apporter un maximum de réponses. Et ce qui m'embêtait, c'est que pour ces personnes qui justement supportent, et elles-mêmes s'interdisent d'admettre cette notion d'inadmissible, parce que préfèrent presque subir une partie de leur corps, excusez-moi de dire ça comme ça, schématiser, on a dit qu'on le ferait aujourd'hui, schématiser, souffrir au niveau de leur sexe, mais la souffrance du regard des autres, ce que les autres ne voient pas dans le lit, donc ils voient dans la rue. Si vous aviez des vêtements à 2000, excusez-moi d'être aussi vulgaire que ça, autrement des vêtements à 2000 euros, des fourrures, etc., et de vous dire que demain vous perdrez tout cela. Est-ce que j'ai supporté tout cela? Je m'interdisais d'admettre que c'est inadmissible. Je m'interdisais à moi-même d'accepter que c'est de l'esclavage humain, que si on vous écoute demain, je peux dire, ok, je m'interdis de m'interdire, mais que la loi aussi me permet demain que si ce monsieur pensait qu'il me tenait grâce à son argent, que demain la loi française me permet de rester aussi à un niveau de vie normal. Non, je ne pense pas que la loi permette exactement ça. Exactement. C'est-à-dire quoi, pas exactement? Non, c'est-à-dire que à partir du moment où on décide de ne plus supporter ce que l'on supportait auparavant, il y a forcément des conséquences, puisqu'on supportait quand même bien quelque chose pour un prix. Oui, mais dites-le franchement. Voilà, pour un prix. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si à un moment donné, cette relation doit s'interrompre, eh bien, elle doit s'interrompre dans les deux sens. Il ne peut pas y avoir le refus de l'un et la continuation de l'autre. Enfin, il me semble. D'accord. C'est peut-être trop subtil. Sur le fond, nous reviendrons un petit peu plus tard. Venons maintenant à des rapports naturels, nous disons, entre êtres humains, et qui, progressivement par rapport peut-être à une notion de mode, la diffusion de films porno, de ce caractère pénétration anale. Autant la nature n'a pas prévu, excusez-moi du propos, je me le permets, que la nature prévoit entre hommes et femmes, quand il y a un rapport sexuel, par voie vaginale, que le corps prévoit une lubrification. Et il me semblait que justement on peut prouver qu'il y a eu viol parce que justement si la femme n'était pas d'accord, il n'y a pas eu de lubrification et justement le corps interne de cette partie de la femme se retrouve un petit peu abîmé. C'est bien ça dans les cas rares de viol, les viols exceptionnels. Ça peut arriver. Voilà. Donc, que la nature n'a pas prévu pour certaines femmes par rapport à leur éducation religieuse, l'argument peut-être c'est pas prévu par la nature ni par Dieu parce que justement l'anus n'est pas lubrifié naturellement. Donc, une femme dit à son mari, moi, par rapport à mon éducation religieuse, je ne vais pas avoir de rapport sexuel anal. Donc, vraiment, il n'y a aucun service
vous voyez quelqu'un à la gendarmerie dire que mon mari me viole, non pas d'un rapport sexuel, mais je lui ai dit je veux pas de rapport anal, mais il me force à avoir des rapports anal. Vous voyez quelqu'un à la gendarmerie pour Moi, je plainte vais comme ça? simplement vous redire la loi. Je vais vous redire la loi. Bien. La loi, elle dit que le viol, c'est l'introduction de n'importe quel instrument, de n'importe quel orifice. Bon, des orifices, il n'y en a pas 50. Hein. Donc il y a effectivement le sexe, l'anus, la bouche en particulier. À partir du moment où il y a une introduction là-dedans, on est dans une relation sexuelle. Et si cette relation est refusée, de manière explicite, je reprends ce que je disais tout à l'heure, de manière explicite, un refus tout à fait clair, on est dans une situation de viol. Voilà. Alors, ensuite, c'est une question de preuve. Comme toujours, c'est une question de preuve. Mais refuser de manière explicite d'avoir un type de relation sexuelle donné et se le voir imposer par la contrainte, par la violence ou par la surprise, c'est un viol. Ou par l'alcool, ou... C'est la surprise, ça, l'alcool. Hein. Ah, On met quelqu'un dans des conditions telles qu'on peut finalement tromper sa vigilance. Hein. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous me confirmez que si une personne, qu'elle soit masculine ou féminine, parce qu'il y a aussi le mariage entre hommes et hommes... Il n'y a pas encore le mariage entre hommes et hommes, mais il y a le Pax. Oui, le Pax, excusez-moi. Possible, oui. Donc, aujourd'hui, vous me confirmez, parce que vous êtes l'autorité supérieure de tous les gendarmes, les policiers, quels qu'ils soient, d'accord, et en théorie pour les autres départements, qu'aucun gendarme n'a le droit de se moquer d'une personne qui viendrait se plaindre pour avoir subi, autant elle est d'accord pour des rapports sexuels vaginaux ou masturbatoires, que si c'est anal et qu'elle vient, que personne n'a le droit de se moquer d'une personne comme ça quand elle vient porter plainte. Écoutez, moi je vais vous répondre de manière peut-être un peu générique, ça vous conviendra peut-être pas, mais quelqu'un qui se moque de quelqu'un d'autre, qui vient oser révéler des faits de cette nature-là, franchement, c'est pas un professionnel digne de son métier, digne de sa mission, digne finalement de sa profession. C'est quelqu'un qui ne fait pas son travail comme il devrait le faire. Venons à des choses un peu plus obscures sur la notion de sexualité. Au début, quand vous connaissiez votre époux ou votre épouse, ça avait l'air de rapport sexuel naturel, je ne parle même pas de position, etc. Justement, alors, j'avertis le public. L'éjaculation. Excusez-moi, monsieur le procureur. Vous me dites stop hein, quand je vais trop loin. Vous estimez que je vais trop loin. Votre époux ou votre conjoint vous impose d'avaler son sperme. Est-ce qu'on appelle ça un viol ou pas? Le viol, je reprends la définition de la loi, c'est l'introduction de n'importe quel instrument dans n'importe quel orifice. Alors qu'il y ait éjaculation, pas éjaculation, substance. Qu'il y ait des artifices, des objets, etc. À partir du moment où on fait rentrer quelque chose dans le corps de quelqu'un d'autre, on viole ce corps-là. Quand la personne n'en est pas d'accord et qu'elle l'a dit. D'accord. Un rapport sexuel, la personne ne veut que vous mettiez un préservatif, même si vous êtes son époux, vous ne l'avez pas mis. Elle est d'accord à ce qu'il y ait un rapport sexuel, donc pénétration, elle est d'accord, mais avec préservatif, et vous ne voulez pas mettre le préservatif. Bon. C'est un viol ou pas? Ah ben, si on le fait quand même et que la personne a dit non, pas comme ça, c'est un viol, oui, bien sûr. D'accord. Alors, maintenant, tout ce qui est scato, ça vous parle le mot scato, monsieur le procureur? Donc, je me permets, scato, c'est des personnes lors de rapports sexuels, soit qui aiment faire ou qui font l'amour ou le caractère masturbatoire dans de la selle ou dans de l'urine, ou qui boivent de l'urine ou qui versent de l'urine sur l'un l'autre. Imposer cette situation à quelqu'un, c'est du viol, c'est du harcèlement, c'est quoi? Bon, c'est des relations sexuelles. C'est-à-dire c'est du contexte. Qui se passe dans un contexte tordu, hein, pervers, diraient certains spécialistes, pervers. Faire dans du Je ne dis pas que ces gens sont des pervers. Je dis simplement que la relation est pervertie, qu'elle est perverse. Bien. Alors que ce soit effectivement dans la saleté, que ce soit dans un contexte à plusieurs, etc. Bon. Je rappelle simplement la loi. Si celui ou celle qui y prend part a de manière explicite donné une indication sur son refus d'y prendre part et qu'on le lui impose par la violence, par la contrainte
ou par la surprise, par le piégeage, eh bien, à ce moment-là, il y a un viol et elle peut recevoir la justice qu'elle demandera si elle vient déposer plainte. Mais quand quelqu'un, par exemple, dans un rapport, vous y attendez pas, on va dire le mot surprise, vous fait caca dessus, on appelle ça du viol? Non, en soi, c'est pas un viol, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'introduction. C'est-à-dire qu'il y a un dans le rapport sexuel qui a ce besoin jouissif de faire caca sur l'autre, de pisser sur l'autre, de verser de l'urine ou d'étaler de la selle sur l'autre. C'est quoi, quelque chose, vous évoquiez tout à l'heure, l'intimité des personnes, c'est l'intimité des personnes. C'est vraiment leur intimité. Personne n'a à y voir quelque chose, sauf à partir du moment où il y en a un qui dit « je refuse de subir ça ». D'accord. Je refuse cela. Mais c'est sous quelle appellation? On l'associe au viol? Alors bon, si c'est des saletés qui sont refusées, des saletés de ce type qui sont refusées, on n'est peut-être pas dans le viol, mais on est quand même dans des infractions pénales correctionnelles qui touchent finalement à l'image de la personne, au respect qu'on doit aux gens. Hein, voilà. Mais c'est toujours le même principe. À partir du moment où tout le monde est d'accord, évidemment sans qu'il y ait de mise en danger, hein, parce qu'il y a aussi des gestes qui deviennent finalement dangereux pour la vie ou pour la santé. Hein. Je ne parle pas de cette chose-là. Mais à partir du moment où on est d'accord et qu'il n'y a pas de danger particulier, la loi n'a rien à y voir, n'a rien à y dire. C'est l'intimité de la relation de ces personnes. C'est leur liberté. On est libre quand même. On est d'abord libre. La loi, c'est une loi qui est là pour protéger ceux à qui on ferait subir ce qu'ils n'ont jamais voulu subir. D'accord. Je m'excuse, monsieur le procureur, je lance des phrases. Je sais que je vous oblige à vous répéter. D'accord? Donc, vous avez eu un rapport sexuel consentant avec quelqu'un, mais à la fin, lui, il a ce besoin jouissif d'aller au-delà et de faire de l'urine, de vous verser de l'urine dessus, de vous étaler de la selle. Vous avez le droit de porter plainte et ceux vers lesquels vous portez plainte ont le droit, l'obligation de vous respecter et non de se moquer par rapport à ce caractère rare. Maintenant, ce caractère animalier, donc la zoo, déjà, que dit la loi? Les rapports sexuels avec les animaux, c'est interdit ou pas en France, déjà? Avant de parler de viol. On va essayer d'être très sérieux, hein, d'accord, très sérieux, parce que c'est toujours un petit peu délicat d'évoquer ces choses-là. Bien. Un animal est aussi un être qui est protégé par la loi. L'animal lui-même. Et la loi prévoit des sanctions, d'ailleurs parfois assez sévères, quand on fait subir sans légitimité des actes de mauvais traitement à un animal. Bien, voilà. Alors, faire subir... ou associer. Ou associer, je ne sais pas de quelle manière, si vous voulez, un animal à des ébats à caractère sexuel, c'est quelque chose qui existe, on le sait tous. Enfin, des images existent hein, pour que les gens pensent pas que c'est de la théorie. Si l'animal en est victime, la loi peut intervenir pour le protéger. Alors évidemment, ce n'est pas l'animal qui va porter plainte. Mais je peux vous dire quand même qu'il y a parfois, on le sait, des choses qui se passent qui vont jusqu'à vraiment des actes de cruauté à l'égard d'animaux, des actes qui mettent même jusqu'en péril leur propre intégrité physique, voire leur vie. On est tout à fait dans le cadre de la loi et ces choses-là ne sont pas supportables et elles sont sanctionnées vraiment pénalement. D'accord. Donc que ce soit, et je m'oblige à citer, je m'excuse encore une fois monsieur le procureur, mais ça peut prêter à sourire certaines personnes, que ce soit les chiens, on a cité mais dans d'autres contextes, des poules, des serpents ou des conques, je crois, des poissons sous la forme de serpents, ou alors des mulets, tout ceci, déjà il y a le respect, la loi protège les animaux. Mais vous me dites encore une fois que si quelqu'un était victime d'une association d'animaux dans un rapport sexuel ou à son insu, par la surprise, donc l'alcool et des personnes pour s'amuser, que ce soit une bon, c'est peut-être on déborde un peu du sujet, une personne qu'on est... À partir du moment où on lui fait subir une atteinte sexuelle, dont la plus grave est le viol, hein, contre sa volonté, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un objet ou d'un animal, voilà, on est dans le cadre de l'infraction, c'est-à-dire du délit ou du crime d'atteinte sexuelle ou de viol. Voilà. Et donc c'est sanctionné par la loi, bien sûr. Et le mariage ne protège pas non, de la sanction. Non, mais il faut s'adresser à tous ceux qui nous regardent. Donc je m'excuse encore une fois, monsieur le procureur.
Je vous remercie d'avoir accepté, malgré le caractère délicat de certains mots que culturellement certains ignorent ou préfèrent ignorer, mais qui existent. Alors, nous disions, est-ce que vous avez, je reviens sur mes questions, excusez-moi. Alors, dans cette notion de viol dans un couple, et même en viol en général, il y a une astuce de certains avocats qui est de pousser la victime à la confrontation lors d'une rencontre entre les deux parties pour pousser la personne à la honte et presque à la retourner. S'il y avait un mot, un conseil à dire à ces personnes qui savent que ça risque de se retrouver demain, une partie obligée, que quand demain vous portez plainte pour viol dans un couple, vous devrez vous retrouver aussi à un moment donné dans le procès face à votre mari. Ce n'est pas du tout une obligation, hein, je vous l'ai dit tout de suite. C'est-à-dire la victime peut refuser ça. Bon, c'est une décision qui revient à la justice. Voilà. Il faut, si vous voulez, de manière un peu générale, dans les actes de justice qui sont faits dans le cadre d'enquête ou dans le cadre d'information judiciaire par un juge d'instruction, que cet acte soit utile à la manifestation de la vérité. Parce que l'objectif, quand même, c'est de savoir ce qui s'est vraiment passé. C'est d'avoir la vérité et ensuite de pouvoir apprécier, évidemment, si ce qui s'est passé rentre ou pas dans le cadre de la sanction de la loi. Voilà. Alors, pour rechercher cette vérité, parfois, il est nécessaire de confronter les avis divergents ou les points de vue divergents des uns et des autres. Voilà. Donc, c'est le magistrat qui apprécie ça, parce que c'est quand même lui qui, en fin de compte, va pouvoir peser les charges des preuves d'un côté et de l'autre, les preuves de l'innocence d'un côté, les preuves de la culpabilité de l'autre, faire la part des choses et prendre une décision. Et à un moment donné, il faut trancher. Donc voilà. Donc ça n'est pas une obligation. Effectivement, il peut y avoir de la part de certains accusés une stratégie de défense qui consiste presque à mettre une victime en difficulté, à la déstabiliser, de manière à ce qu'elle finalement s'effondre en quelque sorte sous la pression, sous la tension, bien sûr. Et renonce carrément. Bien sûr que c'est possible. Et comme toujours, on l'a déjà dit plusieurs fois dans un entretien, la justice, la vraie justice, je veux dire, ça n'est jamais gagné d'avance. Ça n'est pas dû. C'est un combat, c'est comme la liberté, c'est un combat, et c'est un combat qui résulte, pardonnez-moi, de la confrontation, parfois difficile, parfois vraiment saignante, j'allais dire, entre des points de vue différents, entre des personnes qui se sont opposées et qui s'opposent toujours. D'accord. D'où, même si on est victime, de se faire conseiller, parce que malheureusement, je ne dis pas envie de dire la justice est mal faite, mais mal conseillé, on peut se retrouver à être une deuxième fois victime parce qu'on n'a pas su mettre en avant toutes les preuves. C'est pas que la justice est mal faite, moi Non, je vais plus loin que ça, si vous voulez. Il faut que les personnes qui demandent justice ou les personnes qui rendent des comptes à la justice soient défendues par des avocats, en tout cas soient défendues par des personnes tierces, c'est-à-dire en dehors de cette affaire, parce qu'elles seules peuvent prendre la distance nécessaire. Si en plus c'est des bons professionnels comme les avocats, ils sont efficaces parce qu'ils savent ce qu'il faut faire, ils connaissent la procédure, ils savent ensuite comment ça va se dérouler, de manière à pouvoir valablement, complètement, vraiment efficacement défendre son point de vue, défendre ses droits. Et c'est vraiment une nécessité pour que la justice soit de qualité, que tous les points de vue soient défendus de manière professionnelle, de manière incisive, de manière peut-être parfois exagérée. Mais peu importe, je veux dire, on est dans une justice qui n'est pas décidée d'avance. On est dans une justice où les choses, la décision va finalement être prise à l'issue d'un débat difficile, d'un débat de confrontation. D'accord. Quelle validité juridique, je reviens toujours sur les mêmes questions, Bateau, pour l'obtention de preuves en caméra cachée, en bande sonore, etc. Dans de telles constitutions, la loi française ne définit pas de régime de la preuve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des preuves valables et des preuves qui ne seraient pas valables. Ça existe dans certains pays étrangers, y compris européens. Mais en France, c'est la juridiction, c'est le juge qui apprécie à la fois la force, la validité et la loyauté de la preuve. Voilà. Donc, j'allais dire, toutes les preuves sont bonnes,
mais toutes ne seront pas retenues par la juridiction qui va en apprécier la qualité, la pertinence et l'intérêt par rapport à la manifestation de la vérité qui est quand même toujours l'objectif supérieur que nous nous donnons tous modestement, je peux vous dire, mais vraiment de manière très incisive, très volontaire. D'accord. Que répondre à quelqu'un le jour d'un procès pour viol dans un couple qui vous dirait « je n'avais pas conscience ». Oui, eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment, et ça c'est la protection de la personne qui peut être accusée de quelque chose. Il faut que sans aucune ambiguïté, la personne qui est en train de commettre les faits dont on pourrait l'accuser le lendemain sache qu'elle est en train de faire quelque chose pour lequel on lui a dit non. Donc il faut que ce refus soit explicite et il faut qu'il puisse être prouvé. On a déjà évoqué ça largement tout à l'heure. Cette preuve est souvent délicate. Elle doit se faire par plusieurs multiples indices, témoignages, comportements, situations de fait, connaissances que peuvent avoir les uns et les autres de ce qui peut se passer dans cette famille, dans ce couple. Alors justement, dans ce couple, mais veut dire famille, si des mineurs ont été témoins, est-ce qu'eux ont la possibilité par téléphone de dénoncer, de manifester leur non-consentement à de telles situations? Souvent, des enfants sont témoins des violences dans le couple. Oui, est-ce qu'un mineur a le pouvoir? Est-ce qu'il est pris en compte si au téléphone il dit « Monsieur, voilà ». Tous ceux qui sont témoins de faits graves comme ceux-là, de faits de violence, de faits d'abus à caractère sexuel, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, peuvent, s'ils le souhaitent... Un enfant est pris au sérieux s'il appelle. Peuvent, s'ils le souhaitent, révéler les choses. Alors, ils peuvent le révéler de différentes manières. Ça peut être une révélation, effectivement, directement à la police ou la gendarmerie. Mais ça peut être aussi une révélation aux différents numéros de téléphone qui existent en Guadeloupe, en France, aujourd'hui, sur l'enfance maltraitée, etc. Il y a comme ça toute une série de services qui accueillent ça. Ça peut être aussi simplement de le dire à quelqu'un en qui on a tout simplement confiance. C'est sa grand-mère, c'est la tante, c'est la grande sœur, c'est l'oncle, etc. Ça peut être aussi à l'occasion d'en discuter avec tel ou tel professionnel, que ce soit, y compris à l'école, en tout cas des adultes, dont on sait que ce sont des professionnels qui sauront quoi faire de cette terrible information. Alors, poursuivons, si vous le permettez, monsieur le procureur. Alors, quand justement vous me parliez de professionnels comme intermédiaires, que ce soit pour les mineurs ou même pour la victime, et que nous sommes une île, donc on a tendance à dire sur cette île que nous sommes tous cousins, et que vous aviez réclamé votre anonymat, vous aviez besoin de vous confier, même en ouverture d'émission, vous nous le disiez, avant même d'aller à la gendarmerie, vu que c'est des actes répétés, puisque c'est dans le couple, et cette personne, parce qu'elle a fait classe avec votre époux, ou, vous voyez, ou quel que soit le prétexte, d'une, à révéler votre situation, à renoncer à votre anonymat alors que vous l'aviez réclamé, quel est votre recours? Je voudrais rappeler que les professionnels de la santé, les professionnels de l'action sociale, donc les médecins, les infirmiers, les assistants sociaux, les professionnels de l'éducation, mais aussi, par exemple, les prêtres dans les églises, quand ils reçoivent des confidences, sont tenus par le secret professionnel. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent le révéler à qui que ce soit, sauf lorsque, on l'a déjà évoqué, il s'agit de faits qui consistent dans des mauvais traitements commis sur des mineurs de moins de 15 ans. Là, il y a une obligation de révélation. Mais pour tout le reste, ce que l'on dit à ces professionnels-là, et c'est pour ça qu'on peut leur dire, et qu'il faut d'ailleurs ne pas hésiter à leur dire, pour avoir le conseil nécessaire. Ces professionnels-là sont tenus par ce secret. Ce qu'on leur dit, on leur dit comme si c'était à une tombe. Voilà, alors justement, quand vous dites ce secret et cette confiance, donc nous arrivons en conclusion de cette émission, mais des personnes qui font ça et de manière répétée, qui en ont conscience, là on va plus sur les notions de doute, mais qui vous font chanter, qui utilisent les enfants, qu'est-ce que vous pouvez rajouter face à des situations comme ça, ou alors des facteurs juridiques se cumulent, en plus du viol, de la violence, du mépris, du harcèlement, il y a désormais le chantage sous cas Foucan. Ben, ok, vous voyez, je vais m'en prendre aux enfants, ou moi j'obtiendrai la garde des enfants, puisque moi j'ai de l'argent, j'ai un travail, vous pas ni rien. Face au chantage cumulé, qu'est-ce que vous, procureur, vous dites à cette personne qui est victime aujourd'hui? Eh ben, je dis que le chantage c'est un délit,
C'est un délit, le chantage. Le chantage, la menace sous la condition de faire ceci ou de ne pas faire cela, tout cela, ce sont des délits. Ce sont des délits pour lesquels on encourt un certain nombre d'années de prison, comme tous les délits, c'est-à-dire au moins de 3 ans, jusqu'à 5, voire 7 ans, selon les circonstances aggravantes qui vont avec. Ça n'est pas rien. C'est-à-dire le fait d'obliger quelqu'un, contre sa volonté, à faire quoi que ce soit. On parlait du viol tout à l'heure, ça c'est pour la relation sexuelle complète, si je puis dire. Mais ça peut être aussi le fait de faire ceci ou de ne pas faire cela. Eh bien, chaque fois, quand on contraint quelqu'un dans sa liberté, il y a une sanction de la loi. Une sanction de la loi. Je ne vois pas encore une fois, c'est juste pour liquider la question, monsieur le procureur. Une personne qui souffrirait du dos ou d'une autre partie de son corps et dirait qu'il y a des positions, soit qu'elle n'aime pas, ou que physiquement elle ne peut pas, ou qu'au niveau de sa santé elle ne peut pas, et qu'elle dit les rapports sexuels oui, le lieu de pénétration oui, mais la position non. Est-ce que ça, excusez-moi, ça a l'air bête, mais on liquide cette question, c'est aussi un viol en termes de position? Moi je pense que quel que soit le motif du refus de la relation, que ce soit un motif qui tienne à la manière dont cette relation est envisagée, dont elle doit se dérouler, ou que ce soit un motif qui est d'une autre nature, c'est-à-dire je ne t'aime plus ou je me refuse à toi pour des raisons d'une autre espèce, quelle que soit la raison du refus. À partir du moment où il y a un refus, ce refus doit être respecté. Et s'il n'est pas respecté, je me répète, pardonnez-moi, s'il n'est pas respecté et qu'une relation sexuelle est imposée par la violence, par la contrainte, par la surprise, c'est un viol. Monsieur le procureur, nous parlions de professionnels auxquels vous seriez confié. Mais en plus, si les choses étaient faites avec la complicité, en tout cas l'information d'un de ces professionnels qui avait conscience, effectivement, et avait même discuté avec l'autre et savait désormais que c'était. Mais n'a pas cherché à vous protéger, à presque à la rigueur protéger l'autre de vous en faisant croire que oui, il a transmis le mot au procureur, il n'a rien fait. Parce qu'il a des intérêts par amitié ou économiques avec l'auteur. Qu'encourt cette personne à qui vous étiez confié et qui a avorté cette information au lieu de la transmettre à un plus haut niveau juridique? Je dois répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous me parlez bien de professionnels. Oui, que risquent ces personnes au point de vue pénal? Je répète très simplement les choses. Un professionnel, quand il reçoit une confidence ou des indications sur la santé ou la situation personnelle de quelqu'un, est tenu par le secret professionnel. C'est-à-dire qu'il ne doit pas, Monsieur Mallet, il ne doit pas donner d'indications à qui que ce soit, y compris au procureur. Y compris au procureur. D'accord? La seule hypothèse dans laquelle il doit le faire, elle est double finalement. C'est quand la victime est un mineur de moins de 15 ans et qu'il s'agit de mauvais traitements. Et c'est quand il y a un risque immédiat de commission d'un crime, d'accord, sur la personne. À ce moment-là, il doit tout mettre en œuvre pour empêcher ce crime, sans violer son secret professionnel. Mais il n'y est absolument pas question de reprocher à un médecin, à un infirmier, à une sage-femme, à un travailleur social, à une assistante sociale, de ne pas avoir révélé des faits qui seraient commis en dehors des quelques cas que je viens d'évoquer, parce qu'ils sont couverts par le secret professionnel, et c'est très bien comme ça. C'est très bien parce que c'est ça qui permet aux personnes qui ont des choses terribles à dire, de pouvoir les dire en toute confiance, en toute sécurité. Et ensuite, il reviendra à ces personnes-là, peut-être sur le conseil de ce professionnel, de décider par elles-mêmes, à nouveau librement, de porter plainte, de révéler la chose à telle ou telle autorité qui saura y donner suite. D'accord. Aujourd'hui, c'était le viol dans le couple. Alors, et pour tous ces auteurs multirécidivistes, c'est-à-dire autant on a protégé une victime, mais ces personnes, si ça a duré pendant des années, donc ont des habitudes dans leur comportement sexuel, violent, dominant, etc. Donc que ce soit demain, ils se retrouvent avec une fiancée ou un fiancé marié ou pas, paxé ou pas, qu'est-ce qu'il en court? Des gens savaient que c'était 15 ans. Qu'est-ce qu'il en court quand cette personne à nouveau se plaint, de nouveaux témoignages arrivent? Parce qu'il y a deux hypothèses. Soit la personne a déjà été condamnée pour ces faits. Condamnée, hein, donc elle est passée devant la cour d'assises, devant le tribunal correctionnel. Et à ce moment-là, si elle recommence, elle est en état de récidive légale et elle encourt une peine qui est 2 fois
celle qui est prévue par la loi. Donc, si c'est 15 ans, ça devient 30 ans. Si c'est 5 ans, ça devient 10 ans. Si elle n'a pas encore été condamnée, et que d'autres, mais qu'elle a déjà commis des faits de cette nature-là. D'autres viennent s'ajouter au témoignage. Voilà. À ce moment-là, elle se trouve dans une situation qu'on appelle techniquement de réitération. Alors il y a certaines conséquences juridiques à la réitération, mais quand même pour l'essentiel, ça va vouloir dire dans la tête des tribunaux ou des juges qui auront apprécié les choses que cette personne-là qui a recommencé de multiples fois ces choses-là, elle risque de continuer. Elle est donc dangereuse. Il y a un risque de recommencement très important, de récidive très important. Et à ce moment-là, la condamnation ou les mesures de précaution, c'est-à-dire par exemple l'incarcération provisoire à la maison d'arrêt, vont être envisagées de manière tout à fait ferme. Alors, face à un auteur ou une victime inapte, invalide ou déficiente, que dit la loi, que prévoit la loi? Eh bien, quand ce type de fait est commis au préjudice d'une personne qui est handicapée, en tout cas qui n'a pas la possibilité... Même si mariée. Même mariée, bien sûr, qui n'a pas la possibilité de pouvoir exprimer facilement sa volonté ou de pouvoir comprendre ce qui lui arrive, c'est une circonstance aggravante. Et donc la peine encourue, là encore, est plus importante que si c'était fait au préjudice d'une personne qui n'aurait pas ce type de handicap. Donc, si par exemple un infirmier, donc vous donnez le droit à un infirmier, par exemple, qui lors de ses passages constate des choses de ce genre, de directement vous adresser, qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça, quand c'est quelqu'un d'invalide, qui justement, qui voit rarement des personnes et qui se manifeste auprès de son premier... Oui, parce que là, on est vraiment dans la situation de personnes qui sont incapables par elles-mêmes de pouvoir arrêter ce qui est en train de continuer de se faire. Donc il y a un vrai devoir, je dirais c'est quasiment un devoir citoyen, là, à faire en sorte, d'une manière ou d'une autre, ça peut se faire de différentes manières, mais on parle bien de professionnels, donc je ne vais pas les décrire, de faire en sorte que ça s'arrête, au moins que ça s'arrête. D'accord. Maintenant, vous savez, aussi dans le milieu de la santé, puisque j'y appartiens, on parle souvent de se protéger soi, toujours penser à se protéger soi avant de penser à protéger l'autre. Et de ces infirmiers ou ambulanciers, etc., qui auraient témoignage, parce que quand vous avez quelqu'un entre guillemets d'invalide, et même si marié, mais l'autre se satisfait sexuellement, donc j'ai envie, excusez-moi, on va parler crûment aujourd'hui, donc utilise presque le corps de l'autre comme objet éjaculatoire, donc l'autre n'a même plus son mot à dire, n'a plus de plaisir non plus là-dessus, que ça se retourne pas contre lui, justement, qui s'est mêlé d'une vie qui ne lui regarde pas, de la vie privée de l'autre. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui pourraient témoigner, et peut-être qu'ils connaissent des cas, mais qui ont peur, parce que dans ce milieu, on pense toujours à se protéger soi d'abord, et que ça se retourne pas contre nous demain, on se retrouve mêlé à des affaires juridiques, et que le mari dit qu'on a tout inventé, excusez-moi le mot, mais on est presque maco qui a tout inventé. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes pour les rassurer quand elles savent qu'elles ont des preuves? Écoutez, moi je ne vais pas donner des leçons à des gens qui sont déjà des professionnels dans leur métier. Mais il y a quand même un principe qui est simple. À partir du moment où des faits de nature criminelle sont commis au préjudice de personnes, il faut les faire en sorte que ça s'interrompe et que ça s'arrête. À partir du moment où n'importe quel fait est commis au préjudice d'un enfant ou d'un handicapé qui est incapable de se défendre, qui est en situation de grave faiblesse, bien, il faut que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. Ce sont des professionnels, ils savent, ils doivent savoir. C'est leur devoir. C'est leur devoir. Ne pas avoir peur. Juste 2 questions, monsieur le procureur. Toujours dans un couple marié de viol, et que votre mari, en plus de ça, donc on parlait de la menace, mais vous cache, vous empêche de sortir, parce que justement, il a pleinement conscience de ce qu'il fait. À peine 2 minutes, même pas une. Ça, ce mari qui vous empêche de sortir, presque parce qu'il profite du fait que vous n'avez pas vos papiers de séjour, etc. Quel est votre recours et qu'est-ce qu'il en risque si on doit lui faire peur aujourd'hui? Oui, mais là, on est parfois dans des délits qui sont tout à fait importants. On parle d'esclavage moderne, hein, vous savez, où il y a des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, par une fermeture physique ou par justement des confiscations de documents, de papiers, etc., se retrouvent réellement prisonnières.
Voilà, même pas marié, mais fiancé. Votre fiancé est tellement jaloux, il vous empêche de sortir, en plus du viol, etc. Eh bien, on tombe sous le coup de la loi, évidemment. On se retrouve dans des faits qui s'appellent la séquestration de personnes. C'est des faits qui peuvent être sanctionnés d'ailleurs de manière criminelle, quand en plus ça s'accompagne d'actes de cruauté ou de barbarie, comme c'est parfois le cas. Hein. Et donc, là encore, quand on le connaît ou quand on en est victime, il faut toujours considérer qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a la possibilité de pouvoir faire en sorte que ça s'interrompe en parlant. Voilà, éventuellement ma dernière question, combien de temps après peut-on se plaindre quand on a été marié à quelqu'un, mais peut-être à l'époque on avait peur d'aller dans un tribunal pour justifier du divorce, pour viol, donc on a trouvé un prétexte à l'époque où on n'est pas parti sans rien demander, on a fait que demander divorce, mais craignant que cet individu, si c'est maladif, donc il continue avec d'autres personnes, etc., combien de temps après on peut se plaindre et est-ce qu'il y a prescription face à le viol, même si c'est dans un couple, même s'il y a eu divorce? La prescription pour les viols, j'allais dire classiques, c'est-à-dire entre adultes, est de 10 ans. 10 ans après les faits, s'il n'y a pas eu de plainte ou d'acte de poursuite, la justice ne poursuit plus, c'est prescrit, comme on dit. Pardonnez-moi, quand c'est commis au préjudice, notamment d'enfants, les règles de la prescription sont bien plus larges que ça, et ça peut aller jusqu'à 30 ans au-delà de l'âge de la majorité, c'est-à-dire 18 ans plus 30 ans. Voilà. Donc là, c'était éventuellement dans le cas d'une mineure émancipée dans le but d'être mariée qui pourrait être victime de cela. Donc, la prescription, c'est 10 ans après. Donc, même si on s'en est sorti par le divorce, d'autres prétextes, on a toujours le droit de se plaindre pour signifier qu'il y a quelqu'un qui est un violeur, même dans le couple. Bien sûr, tout à fait. Vous auriez un dernier mot à rajouter, monsieur le procureur? Ne pas oublier qu'on n'est jamais tout seul, que quand on est victime de quelque chose qui est inacceptable, il faut réussir et oser en parler à quelqu'un, en particulier à un professionnel de la santé ou de l'action sociale. Si des personnes sont dépassées par la honte, une honte proche du suicide, mais du suicide mental, ne plus même s'imaginer que sur la Terre, il y a de belles choses autour de nous. Est-ce que ces personnes, vous leur donnez le droit, et pour tous les autres procureurs en théorie à ce moment-là d'autres régions, d'écrire aussi à leur procureur si la honte les empêche d'aller dans une gendarmerie? Oui, bien sûr, on peut écrire aux procureurs de Cayenne, de Fort-de-France, de Pointe-à-Pitre, de Basse-Terre, sans aucun problème. Ce sont des lettres qui sont lues. Ce sont des lettres, quand elles ne sont pas anonymes, parce que ça arrive parfois qu'on n'ait même pas l'adresse de la personne qui les a adressées, donc il faut quand même penser à mettre son nom et son adresse. Ce sont des lettres qui font l'objet d'une réaction qui consiste en général à convoquer la personne pour qu'elle puisse exposer de manière complète devant un professionnel de l'enquête judiciaire, donc un policier ou un gendarme selon le cas, ce dont elle a vraiment été victime. Monsieur le procureur, encore une fois, merci. C'est moi. Je m'excuse de toutes ces images que j'ai envoyées aujourd'hui, mais un sujet comme celui-ci, nous ne pouvions pas faire semblant à travers des termes philosophiques. Encore une fois, merci. On passe à côté de ça en surfant au prétexte de mots peut-être brutaux. Il y a encore à peine quelques jours, pour préparer cette émission, j'ai aussi rencontré un prêtre, un éminent personnage de la religion, qui justement, je disais, devoir vous rencontrer sur ce thème du viol dans le couple. Et en tant que prêtre, personne religieuse, donc rappelons quand même, donc une personne qui s'abstient, lui-même a fait vœu de s'abstenir de rapports sexuels, me disait justement ne pas comprendre techniquement qu'est-ce qu'on peut appeler un viol dans le couple, puisqu'il y a le mot contrat, il y a le mot le devoir conjugal. Alors, qu'est-ce que le devoir conjugal et qu'est-ce que n'est pas justement le devoir conjugal? Le devoir conjugal, c'est d'accepter pour la vie, hein, puisque c'est quand même un contrat qui va jusqu'à la fin de la vie, d'avoir une communauté de vie avec quelqu'un, de construire et de bâtir une famille. Et donc, entre dans ce contrat toute une série de comportements, de devoirs de secours, de devoirs d'assistance, mais la loi ne prévoit quand même pas qu'il y a un devoir d'amour. Voilà, c'est pas prévu comme ça. D'ailleurs, combien de mariages arrangés, par le passé en tout cas, ont été contractés en France. Bien. Donc, dans le contrat... On parle d'un point de vue juridique. Hein. Dans le contrat, d'un point de vue strictement juridique, dans le contrat de mariage, ou dans le contrat qui est fait à l'occasion d'un mariage, il n'y a pas une obligation
de faire des choses contre sa volonté. C'est toujours le résultat de sa volonté. Et un contrat d'ailleurs, je parle bien du contrat civil de mariage, on est en droit, on n'est pas dans le mariage religieux. Hein. Dans le contrat civil de mariage, c'est un contrat qui peut se rompre. Par le divorce en particulier. Voilà. Alors, excusez-moi, je reviens sur un mot, je crois que culturellement on n'est pas habitué à ce que vous venez de dire. La loi ne dit pas que quand on se marie avec une autre personne, ça veut dire, excusez-moi du mot, hein, on parle strictement juridique, presque mathématique. C'est pas parce qu'on se marie d'un point de vue juridique avec quelqu'un, ça veut dire qu'on aime cette personne. Il n'y a pas le devoir conjugal, d'un point de vue juridique, ne veut pas dire devoir d'amour. C'est ça, tout à fait. Déjà, c'est un mot qui nous va choquer beaucoup, là, déjà, d'un point de vue culturel. Donc, déjà, quand ça, c'est pas une obligation, donc le devoir sexuel n'est pas non plus. Le devoir sexuel n'est pas non plus, bien sûr. Donc, ça, c'est un préjugé total, universel, ça. De croire que parce qu'on est marié à quelqu'un, on assigne un papier à la mairie et éventuellement dans une église ou une chapelle, que ça veut dire que l'un ou l'autre a des obligations sexuelles. Déjà, vous nous dites que c'est pas possible, ça. Voilà, c'est pas ça, mais quand même. On ne se marie pas avec quelqu'un comme ça. Je veux dire. Il y a quand même un projet dans un mariage. Et dans ce projet, la plupart du temps, enfin, on peut l'espérer, et puis je crois que c'est quand même la réalité, c'est un projet de construction de quelque chose ensemble, d'un homme et d'une femme qui veulent avoir ensemble la possibilité de créer une famille, un monde qui sera recréé autour d'eux. Eh bien, créer une famille, on est entre nous, vous le savez très bien, c'est quand même quelque chose qui impose une relation à caractère sexuel, si ce n'est une relation d'amour, hein, bien sûr. D'accord. Maintenant, déjà, le viol dans le couple et le viol tout court, est-ce d'un point de vue juridique la même chose et est-ce que c'est les mêmes peines? C'est exactement la même chose. Ce sont exactement les mêmes peines. Mais j'ajouterais même que quand certains actes, notamment de violence, mais en fait le viol c'est une violence, hein, c'est imposer un acte sexuel par la contrainte, voilà, contre la volonté de quelqu'un. Quand ces violences sont faites au préjudice de son époux ou de son épouse, de son concubin ou de sa concubine, ou de celui qui a été son épouse ou son concubin ou sa concubine, c'est une circonstance aggravante aujourd'hui pour la loi. C'est-à-dire que la peine encourue est plus importante encore. D'accord. Rappelons déjà le minimum quand il est question d'un viol, j'ai pas envie de dire classique, mais un viol entre deux individus qui s'ignoraient auparavant, c'est déjà combien? C'est 15 ans de réclusion criminelle minimum. Donc, quand on est marié et on s'oblige à cette notion de viol, donc un acte hors la loi, c'est déjà plus que 15 ans ou 15 ans minimum. C'est ce qui est encouru, c'est pas forcément ce qui est prononcé par la cour d'assises. La cour d'assises, ensuite, elle module les choses en fonction de la gravité des faits, mais aussi de la personnalité de l'auteur en particulier. D'accord. Monsieur le procureur, vous avez travaillé sur des îles. Rappelez-nous quelques îles, quelques lieux vous avez déjà... J'étais en poste à Tahiti, à Papeete et aussi à La Réunion, à Saint-Denis de La Réunion. D'accord. Est-ce que vous avez déjà, de votre parcours, vécu des situations, donc en tant que procureur, à juger, enfin pas à juger en tant que juge, mais à statuer sur des viols dans un couple arrivés dans un tribunal? C'est arrivé, mais il faut dire que ce sont des situations très exceptionnelles. C'est très rare. C'est très rare. Pour toutes les raisons que vous avez un petit peu entre... Peut-être, je le suggère, il est bon d'en parler avec quelqu'un d'autre. Alors ça peut être quelqu'un de confiance, mais ça peut être, je dirais, de manière plus pertinente, un professionnel. Moi, je pense en particulier à un médecin de famille en qui on a confiance, peut-être à un psychologue qu'on peut aller consulter, peut-être à un travailleur social, à une assistante sociale qui vient ou avec lequel on a déjà eu des contacts intéressants, en qui on a confiance. Voilà. De manière au moins à pouvoir discuter, parce que c'est en parlant finalement qu'on se rend compte vraiment de ce qui se passe et c'est aussi en échangeant qu'on envisage diverses solutions, parce qu'il y a le fait dont on est victime, mais il y a aussi, et tout le monde le sait bien, c'est pour ça que la chose est très très difficile, très très douloureuse toujours, il y a toutes les conséquences qui vont découler de la dénonciation de ce fait en dehors du cercle de la famille. D'accord. Donc, autant vous nous dites que les principes habituels sont gendarmerie, commissariat, etc., que vous conseillez avant, comme c'est une chose que l'on supporte ou qu'on a supporté pendant un petit moment, comparativement à un viol classique, où c'est un événement
traumatisant et par sa rareté aussi, qui fait qu'on va directement, que là, c'est comme quelque chose que progressivement, on a commencé à supporter, que l'on vous recommandez aussi ces étapes de psychologue, d'assistante sociale ou de professionnel de... Voilà. Ou même de personnes en qui on a confiance. Ou même de personnes en qui on a confiance. Alors, c'est d'autant plus important, si vous voulez, qu'à un moment donné, si la plainte est déposée, que se posera, alors c'est la question habituelle que nous avons évoquée de nombreuses fois dans nos entretiens, c'est la question de la preuve. Voilà, il va falloir prouver qu'il y a une relation sexuelle, il va falloir prouver que cette relation sexuelle avait été refusée, il va falloir prouver que ce refus, celui qui a commis l'acte est passé outre par la violence, par la contrainte, par la surprise. Voilà. Alors justement, monsieur le procureur, comment prouver quand on est seul dans une situation comme celle-ci, dans un lit qui a viol? Vous, en justifiant d'exemples où justement ces personnes ont pu prouver, quel était le petit détail? Donnez-nous une petite image compréhensible. C'est que la différence du point de vue de la preuve entre un viol, je dirais, en dehors de la relation de couple et un viol dans la relation de couple, c'est que dans la relation de couple, quand même, la relation sexuelle est normale. Voilà. Donc le seul fait Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, thème délicat mais obligatoire, le viol, mais dans le couple. Déjà, comment peut-on comprendre ce terme d'un point de vue juridique? C'est évidemment un peu paradoxal par certains côtés, parce que dans un couple, a priori, si on se met ensemble, c'est pour avoir des relations ensemble, des relations amoureuses notamment. Voilà. Et il pourrait y avoir, selon la loi, la possibilité de se trouver dans une situation où ce serait interdit. Et voilà, les choses sont très simples selon la loi. Que l'on soit marié, que l'on ne soit pas marié, que l'on ait passé, j'allais dire, presque un contrat avec quelqu'un ou qu'on ne l'ait pas passé, quand la personne ne veut pas avoir de relation à caractère sexuel avec vous, vous ne pouvez pas le lui imposer. Et le fait d'imposer contre sa volonté à quelqu'un une relation sexuelle, c'est un viol. D'accord. Donc nous allons... Alors je m'excuse auprès du jeune public et le public qui n'est pas habitué à certains termes. Donc vous nous avez autorisé, hein, puisque je rappelle aux téléspectateurs quand même par rapport à votre fonction. Si demain vous devez sanctionner quelqu'un et voire emprisonner quelqu'un face à des cas de viol, de pédophilie, on vous impose, et en off je vous ai un peu fait l'image de ces CRS, de ces gendarmes. Eh bien, si demain ils doivent aller sur des manifestations face à des bombes lacrymogènes, eh bien, dans leur formation, ils les obligent à respirer la bombe lacrymogène sans courir. Donc, moi, je suppose, et vous nous direz, que vous, on vous impose, demain, si vous devez statuer, juger des affaires de pédophilie ou de viol, on vous impose à savoir vivre une image affreuse, mais une image réelle, parce que sans connaître le sujet, on ne peut pas juger. Oui, parce que moi si je comprends bien ce que vous voulez dire, on va parler de choses qui sont quand même de l'ordre de l'intimité, on va parler de choses qui concernent la relation sexuelle en particulier, et c'est sûr, et je veux prévenir ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, que c'est sans doute pas un sujet qui peut être montré à tous les âges, et notamment aux plus jeunes enfants. Voilà, parce que ce soir, aujourd'hui en tout cas, nous nous interdirons de propos trop philosophiques, parce que c'est quelque chose de concret, le viol. Donc nous emploierons des mots qui veulent dire des choses précises, sans entrer dans une notion pornographique, mais il ne faut pas que... Sur les lignes, si je peux dire, évoquées tout à l'heure, c'est qu'on est dans un contexte particulier, on est dans une relation particulière, c'est au sein d'une famille, et puis il y a quand même des devoirs réciproques, des relations qui doivent se faire au sein de cette famille. Et donc, le problème, c'est de savoir à partir de quel moment est-ce qu'on a exagéré, on a abusé finalement du droit que l'on peut avoir qui résulte de cette relation familiale. Alors, nous parlions non pas de cruauté, non pas avoir un propos cru, mais un propos le plus lisible possible. Donnez-moi un exemple concret qui est fait que des personnes soient retrouvées au tribunal pour une question de viol dans le couple. Ah ben, ce sont des personnes qui ont subi, je pense surtout des femmes, parce que c'est quand même surtout des femmes qui sont victimes de ce type de faits-là, qui ont subi la plupart du temps, pendant de longues années,
une relation auquel elle résistait finalement. Elle résistait. Alors peut-être que dans un Mais premier donnez-moi temps... un exemple, parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas encore pour le moment. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de sentiments. Il n'y avait plus de sentiments. Mais est-ce que pour autant il fallait divorcer? Est-ce que pour autant, pour les enfants, pour la famille, peut-être pour des circonstances purement matérielles parfois? Mais moi je comprends, notamment pour les enfants, si vous voulez. Est-ce qu'on casse le couple? Est-ce qu'on va séparer les Là, parents? vous êtes en train de me dire en fait que des femmes... Donc il y a des gens qui se font un devoir à un moment donné d'essayer de continuer, ce qui est difficile pour eux à supporter. Et il y a un moment donné où ils disent ça suffit, je refuse les choses. Et quand, à ce moment-là, quand ce refus est clairement exprimé, quand l'autre impose, cette fois-là, par la force, par la contrainte, passe par-dessus ce refus, par la violence, impose la relation sexuelle à quelqu'un qui ne le veut pas, on rentre dans le cadre du viol entre époux, du viol entre concubins. Nous sommes bien d'accord. Nous ne parlons pas de personnes qui sont venues statuer dans un tribunal pour le prétexte d'un divorce, mais l'une de ces deux personnes est venue sous le thème du viol dans le couple. C'est ça, tout à fait. D'accord. Alors, comment se plaindre dans un pays qui est la France? Est-ce qu'il existe un service particulier, par exemple? Comment on se plaint? Une personne ce sont les services, j'allais dire, habituels qui se chargent de recueillir ces plaintes-là. Alors, la plupart du temps, c'est confié, il y a une enquête qui est confiée à un service de police ou un service de gendarmerie. Mais avant ça,